Merci beaucoup pour cette nouvelle invitation. Alors, je vais commencer par me présenter très rapidement. Je suis gastro-entérologue et puis arrivé au CHU de Rouen, j'ai assez tôt migré pour la physiologie, qui est une des sous-branches de la gastro-entérologie et qui vise à essayer d'un petit peu de mieux comprendre un certain nombre de maladies, dont le syndrome de l'intestin irritable, dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors, l'année dernière, j'étais déjà intervenu auprès de vous en essayant de vous résumer un petit peu ce qui pouvait être le parcours d'un malade qui avait un syndrome de l'intestin irritable, qui est un peu le parcours du combattant, je trouve, à l'heure actuelle, mais qu'on est en train d'essayer d'améliorer. Et aujourd'hui, on va peut-être passer un petit peu plus de temps pour essayer de comprendre un peu les mécanismes de cette maladie en lien avec le stress, et éventuellement en lien avec les stress et les agressions sexuelles dans l'enfance. Alors, cette présentation, j'ai essayé de la faire en deux parties. La première, c'est quel peut être l'impact du stress et comment le stress peut avoir un impact sur le tube digestif. Et puis ensuite, on parlera de traumatisme. Alors, la maladie dont je voulais vous parler, c'est le syndrome de l'intestin irritable. Alors, le syndrome de l'intestin irritable, c'est une des maladies qui fait partie d'un grand tout que connaissent les gastro-entérologues, qu'à l'heure actuelle on appelle les troubles fonctionnels du tube digestif, qui partent de l'œsophage jusqu'à l'anus et qui, la plupart du temps, se caractérisent par des symptômes douloureux et chroniques. Comme les psychiatres, les gastro-entérologues se réunissent de temps en temps pour éditer une nouvelle classification. Alors, les gastro-entérologues se réunissent à Rome, les Vénards, et donc tous les 4 à 5 ans, on a une nouvelle version des diagnostics, dont le syndrome de l'intestin irritable. On en est à la 4e version, et la 5e verra le jour dans un mois. Alors, le syndrome de l'intestin irritable, si je vous en parle, c'est probablement parce que c'est le ou la plus fréquente des syndromes ou des maladies parmi les troubles fonctionnels digestifs, et c'est peut-être aussi la plus célèbre pour cette raison. Alors, qu'est-ce que c'est que le syndrome de l'intestin irritable? Eh bien, c'est une association de signes cliniques, et en général, on en retient deux. C'est douleur au ventre, et c'est trouble du transit. Trouble du transit, c'est soit diarrhée, soit constipation, parfois l'alternance des deux. Et pour qu'on le qualifie de syndrome de l'intestin irritable, il faut qu'il y ait au moins deux facteurs. Le premier, c'est que ce soit chronique, et pour un gastro-entérologue, chronique, ça veut la plupart du temps dire 6 mois. Je trouve que c'est un peu court parce que la plupart des malades disent qu'ils en souffrent depuis de nombreuses années. Et puis, la deuxième chose, et c'est ça qui désespère parfois un peu les gastro-entérologues comme les malades, c'est qu'il faut que les examens un petit peu standards, la coloscopie, le scanner, soient normaux. Alors, ils sont normaux parce qu'ils ne retrouvent pas d'anomalie, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'anomalie associée à la maladie, simplement nos moyens de diagnostic à l'heure actuelle ne permettent pas de les identifier. Et donc la plupart du temps, ce sont des malades qui ont une coloscopie normale, un scanner normal, des prises de sang normales, à tel point ils en viennent, et les médecins parfois le considèrent comme tel, à en douter d'être malades. Ils sont réellement malades, ils ont un syndrome de l'intestin irritable. Alors ce que l'on sait de cette maladie, c'est que c'est une maladie relativement fréquente, et en fonction de l'évolution des critères de Rome, donc quand les gastro-entérologues se réunissent à Rome, la prévalence au sein de la population mondiale et de la population française peut varier de 5 à 10% en fonction des critères qui sont retenus pour être éligibles à la maladie. Quand on interroge les médecins généralistes, qui sont souvent confrontés à ça, pour les médecins généralistes, c'est plutôt 10 à 15%. Mais si on s'en tient stricto sensu aux critères de Rome, c'est 5% de la population mondiale. Et dans tous les pays en Asie, en Europe, en Amérique, en Afrique, il existe une surprévalence féminine. On sait que les malades qui ont syndrome de l'intestin irritable, c'est un peu plus de femmes que d'hommes. Alors voilà un petit peu la maladie, le syndrome de l'intestin irritable. Et maintenant, je vais essayer de vous démontrer que le stress peut être un des mécanismes à l'origine de ce syndrome de l'intestin irritable. Et pour vous parler du stress, j'ai déjà vu une première diapositive ce matin de ce professeur Hans Selye. On considère que c'est le père du stress, il était canadien, et c'est lui qui a développé le concept neurobiologique du stress. Et sa définition, je vous l'ai mise en anglais, mais on pourrait la traduire en français, que le stress est finalement une menace vis-à-vis de l'homéostasie. Cette menace peut être réelle ou perçue, d'accord ? Et elle peut venir
de l'intérieur comme de l'extérieur. Et ça introduit ici des notions, par exemple, de stress post-opératoire, par exemple, ou de stress, il y a une septicémie, qui sont des stress internes, mais ce sont exactement les mêmes mécanismes neurobiologiques pour un stress de réanimation que pour un stress, il y a une agression. Ça recrute exactement les mêmes neurones et les mêmes mécanismes pour cela. Alors, Hans Selye, il a eu plusieurs élèves qui ont fait un petit peu évoluer son concept du stress. Au tout début de sa carrière, il avait positionné l'hypophyse et les glandes surrénales pour essayer de modéliser un petit peu le stress. Et puis au fur et à mesure des découvertes, il a changé un petit peu son dessin. Et surtout, il y a rajouté, on le voit à une toute petite place au-dessus, l'hypothalamus, qui est une zone dans le cerveau, qui est probablement la zone clé du stress. Alors ce qu'il a fait évoluer, c'est d'une part Roger Guillemin, qui était français, qui est parti à San Diego travailler, il a eu le prix Nobel, et Roger Guillemin n'a pas découvert l'hypothalamus, mais il a découvert ce qu'il y avait dedans, c'est-à-dire des hormones peptidiques, et qui pouvaient jouer un rôle dans le stress. Un de ses élèves, ça a été aussi Jean Rivier, qui est français, qui est parti à San Diego, comme Roger Guillemin, et qui lui a découvert l'hormone du stress, et je vais vous la présenter tout à l'heure. Et puis enfin, une autre de ses élèves, c'est Yvette Taché, qui est française aussi, qui est partie à San Diego, et dont je suis moi-même l'élève, et qui a découvert que le stress pouvait avoir un impact sur le tube digestif. Alors voilà un petit peu le stress, d'accord ? Et là, je parle de tous les stress, encore une fois, qu'ils puissent être extérieurs ou intérieurs, comme par exemple un stress de réanimation. Et ce stress, eh bien, il va être intégré au niveau d'une zone ici dans le cerveau, qu'on appelle l'hypothalamus. Et l'hypothalamus est une zone dans le cerveau qui gère toutes nos fonctions primaires, la température corporelle, la prise alimentaire et tout un tas d'autres phénomènes. Et à l'intérieur de cet hypothalamus, il y a une hormone qu'on appelle CRH, dont vous avez entendu parler ce matin, CRH, ou on l'appelle aussi CRF parce que est-ce que c'est une hormone, est-ce que ce n'est pas vraiment une hormone, elle porte les deux noms. Et cette hormone, c'est l'hormone du stress. Alors c'est elle qui va être responsable de la sécrétion de corticoïdes, vous l'avez vu ce matin, mais dans le tube digestif, c'est un peu particulier. Le tube digestif, lui, il réagit assez peu aux corticoïdes et le stress va plutôt agir par d'autres voies que les corticoïdes. Ce sont des voies nerveuses par tout un tas de relais nerveux comme ici le locus coeruleus ou au niveau de la moelle épinière, le parasympathique sacré, peu importe. D'accord ? Mais en tout cas, ce sont des nerfs qui arrivent jusqu'au niveau du tube digestif, au niveau de l'estomac et au niveau du côlon. Et donc, les corticoïdes ont très peu d'effet. Ce qui va avoir un effet ici, c'est plutôt la noradrénaline ou l'acétylcholine, qui sont des neuromédiateurs. Donc, c'est vraiment une réponse nerveuse au niveau du tube digestif. Et si je devais schématiser l'effet du stress, c'est que globalement, le stress ralentit, diminue le transit de l'estomac. C'est probablement une des raisons qui fait que quand on est stressé, on n'a plus faim, parce que notre estomac arrête de se vider, il se remplit et ça nous coupe l'appétit. Et puis par contre, au niveau du côlon, là c'est l'effet complètement inverse, ça a tendance à l'accélérer. C'est la même chose d'ailleurs au niveau de la vessie, ce qui fait qu'au concours de première année de médecine, tous les étudiants sont ultra stressés, juste avant de passer les examens, il y a des queues interminables devant les toilettes. Alors, le stress, chez tout le monde, chez le sujet sain, ça stimule le transit intestinal et ça bloque la motricité au niveau de l'estomac. Et ça, c'est ce que l'on peut voir chez des sujets normaux qui sont ici en gris. On a enregistré le nombre de contractions dans le côlon en période basale ici, et ici en réponse à l'administration de cette hormone du stress qui est le CRH. Et on voit que chez donc, les sujets gris, on voit une augmentation effectivement de la motricité du côlon en réponse à cette injection de l'hormone du stress. Ce qui est très intéressant dans cette étude, c'est que quand on fait la même injection chez les sujets qui ont un syndrome de l'intestin irritable, je vous ai montré tout à l'heure un IBS, c'est la traduction anglaise de syndrome de l'intestin irritable pour Irritable Bowel Syndrome, eh bien on a aussi une augmentation de la motricité du côlon, mais cette augmentation, elle est extrêmement exacerbée par rapport au sujet sain. Et donc, on a l'impression que les malades qui ont un syndrome de l'intestin irritable hyper réagissent au niveau de leur tube digestif vis-à-vis de l'hormone du stress. Alors, il y a un deuxième phénomène que l'on retrouve chez les malades qui ont un syndrome de l'intestin irritable, c'est l'hypersensibilité viscérale. Qu'est-ce que c'est que l'hypersensibilité viscérale ? Eh bien, un jour, c'était dans les années 90, il y a quelqu'un qui a inséré un ballon
par l'anus dans le rectum de sujets qui avaient un syndrome de l'intestin irritable et de sujets sains. On a gonflé et on a demandé aux sujets sains et aux malades qui avaient un syndrome de l'intestin irritable à partir de quand ils ressentaient une douleur ou une perception désagréable. Ce qui est pour nous le moyen d'essayer de reproduire un petit peu les symptômes du syndrome de l'intestin irritable. Et ce que vous pouvez observer, c'est que pour des niveaux de distension qui sont relativement faibles, eh bien, on a beaucoup de malades qui ont un syndrome de l'intestin irritable qui commencent à décrire des sensations douloureuses, là où chez les volontaires sains, ces sensations ne sont même pas perçues, ne sont même pas détectées. Et quand on réalise les insufflations les plus importantes, à 600 millilitres, d'accord, vous avez tous les malades qui ont un syndrome de l'intestin irritable qui disent que ça commence à devenir assez douloureux, là où vous n'avez que 1 ou 2 sujets témoins qui disent « là, ça commence à devenir douloureux, on va arrêter ». En d'autres termes, les seuils de douleur sont abaissés chez les malades qui ont un syndrome de l'intestin irritable, raison pour laquelle, quand on distend l'ampoule rectale, eh bien, ces malades rapportent plus de douleur ou plus de sensations désagréables que chez les sujets sains. C'est ça l'hypersensibilité viscérale. Et ça, on l'observe chez environ 70% des malades qui ont un syndrome de l'intestin irritable. C'est à l'heure actuelle notre marqueur neurobiologique le plus fiable ou le plus reproductible, mais vous voyez que ce n'est pas chez tous les malades, c'est environ 70% des malades. Alors, cette sensibilité viscérale, elle est directement commandée par notre cerveau et par notre environnement. Une manière d'essayer de vous en convaincre, c'est une expérience qui a été réalisée en Espagne chez des sujets sains, pas chez des malades qui ont un syndrome de l'intestin irritable, chez des sujets sains. On leur a dit, voilà, on va faire une distension dans le rectum, une faible, qui fait pas mal, et une forte, très importante, qui, elle, risque de vous faire vraiment mal. Mais rassurez-vous, vous serez prévenu. Juste avant la faible, vous aurez une lumière verte qui va s'allumer, qui vous préviendra que ça ne sera pas bien méchant. Et à l'inverse, avant la distension la plus élevée, vous allez avoir une lumière rouge qui va vous avertir, vous aurez le temps de vous y préparer. Et évidemment, le but de l'expérience, c'est d'inverser les deux lumières pour voir comment les sujets perçoivent la distension rectale. Et bien entendu, vous l'avez compris, lorsque l'on met la lumière verte avant une distension de très forte intensité, eh bien les malades trouvent que ce n'est pas si douloureux que ça. Enfin, les sujets sains, pardon, trouvent que ce n'est pas si douloureux que ça. Et à l'inverse, quand on leur met une lumière rouge avant une distension peu douloureuse, eh bien ils la trouvent finalement assez douloureuse. C'est ce que l'on appelle les phénomènes de distraction et d'attention, que j'appellerais plutôt d'anticipation aversive, c'est-à-dire le fait de savoir qu'on va avoir mal fait que déjà, on a déjà mal. Hein, c'était un grand philosophe qui avait décrit ça. La souffrance liée à l'anticipation de la souffrance est déjà une souffrance en elle-même, qui est peut-être même plus importante que la souffrance. Alors la bonne nouvelle, c'est que si notre cerveau est capable à la fois d'augmenter ou au contraire d'atténuer nos perceptions digestives en fonction du contexte, eh bien on peut tout à fait le recontextualiser. Et une des manières, c'est d'avoir recours à l'hypnose. Et ça, ce sont des résultats qui vous sont montrés chez des malades qui ont un syndrome de l'intestin irritable, l'hypnose comportementale. Eh bien, grâce à l'hypnose comportementale, on peut diminuer l'intensité et la fréquence des symptômes chez les malades qui ont un syndrome de l'intestin irritable. Donc vraiment, le cerveau peut être une arme vis-à-vis de cette maladie. Alors le cerveau, le cerveau, il a toute sa place à jouer dans ces phénomènes d'hypersensibilité. Et une manière de vous convaincre, c'est effectivement de vous montrer, comme certains de mes collègues l'ont fait, des images, en ce qu'on appelle l'imagerie cérébrale. En d'autres termes, quand on utilise une zone du cerveau, eh bien, cette zone va être beaucoup plus vascularisée, ponctuellement, temporairement. Et c'est cette hypervascularisation que l'on peut observer au travers des petits points rouges et des petits points jaunes que vous avez ici. Et il suffit de localiser les zones qui sont hyperstimulées pendant le phénomène que l'on veut étudier. Ici, dans cette étude, on a étudié les zones qui s'activaient après distension rectale. Et une distension suffisamment importante pour qu'elle soit assez douloureuse. Et on a étudié des sujets contrôle, et on voit que chez les sujets contrôle, les zones qui s'allument sont des zones dont vous avez probablement déjà entendu parler tout à l'heure. Le thalamus, qui est un relais de la douleur, le cortex insulaire, qui est finalement le cortex intégrateur de la douleur viscérale,
le cortex préfrontal qui véhicule un petit peu le comportement que l'on peut avoir vis-à-vis de la douleur. Mais il y a une zone qui est très intéressante et je vais m'attarder dessus. C'est ici ACC, c'est pour antérieur cortex, singulaire cortex, en français, cortex singulaire antérieur. Pourquoi est-ce que cette zone est intéressante? Parce que chez les sujets qui ont un syndrome de l'intestin irritable, il y a eu beaucoup d'études, une vingtaine d'études, c'est toujours cette zone-là qui est allumée de manière beaucoup plus intense chez les malades qui ont un syndrome de l'intestin irritable par rapport au sujet contrôle. Pourquoi cette zone? Eh bien, cette zone, c'est la zone qui encode le caractère émotionnel aversif de la douleur. La douleur n'est pas forcément quelque chose d'aversif. On peut faire l'expérience d'un phénomène douloureux et y prendre plaisir. Ça peut arriver. D'accord ? La plupart du temps, on en souffre. Et ce que code le cortex singulaire antérieur, c'est pas j'ai mal, c'est j'ai mal et j'en souffre, et ça me fait souffrir. D'accord ? C'est vraiment l'encodage émotionnel de la douleur. Eh bien, ça, c'est suractivé chez les malades qui ont un syndrome de l'intestin irritable. Et on a découvert 2 moyens de pouvoir le faire revenir à la normale. Le premier, c'est l'hypnose comportementale, et le deuxième, c'est les antidépresseurs tricycliques. Pas tous les antidépresseurs, uniquement les tricycliques. Donc, voilà une deuxième piste d'action pour essayer de soulager les malades qui ont un syndrome de l'intestin irritable. On a aussi beaucoup parlé stress et ce matin, je crois, beaucoup cortisol. Alors ici, dans cette étude, on n'a pas dosé le cortisol. Le cortisol, c'est très fluctuant, mais on a dosé l'hormone qui fait libérer le cortisol, qu'on appelle l'ACTH, qui est une hormone intermédiaire entre l'hormone du stress, le CRH, et le cortisol. Elle est sécrétée dans l'hypophyse. Et puis on a mesuré aussi la noradrénaline, qui est un autre neuromédiateur qui est libéré au cours du stress. Et on l'a mesuré chez des sujets qui avaient un syndrome de l'intestin irritable, en blanc, et puis chez des sujets contrôle. Et comme stress, on leur a fait juste passer une coloscopie, parce que pour la plupart des malades qui ont un syndrome de l'intestin irritable, souvent, on a besoin de faire une coloscopie. Et donc, on a étudié avant et après la coloscopie. Alors, ce n'est pas les noirs et les blancs, c'est les 1 et les 2. Avant la coloscopie, après la coloscopie. Et le premier élément, c'est que les malades, quand ils passent la coloscopie, ils ont une augmentation un peu plus élevée de la CTH que les sujets contrôle. Et ils ont aussi une augmentation, évidemment, qui est un peu plus élevée par rapport à la période avant la coloscopie, puisque c'est la coloscopie le stress. Concernant la noradrénaline, la noradrénaline, de manière basale, elle est un peu plus élevée chez les sujets qui ont un syndrome de l'intestin irritable par rapport aux sujets contrôle. Je reviens sur la discussion qu'on a eue ce matin. Tout ça, ce sont des moyennes de centaines de malades. D'accord ? Il est très difficile, à partir de ces résultats, de déterminer un seuil à partir duquel on pourrait dire voilà, à partir de ce seuil, je sais que le malade est plus stressé que la moyenne, je sais que ce malade a plus de chances d'avoir vécu ce genre de choses. D'accord ? Donc, c'est vraiment des moyennes réalisées sur des centaines de malades, mais on sait que les malades qui ont un syndrome de l'intestin irritable ont des hormones du stress un petit peu plus élevées que les sujets sains. Et puis, très longtemps, c'est quelque chose que verbalisent beaucoup les malades, qui sont parfois un peu malheureux de se faire éconduire de consultation en consultation, où on leur dit c'est dans votre tête. Et puis, à la rigueur, allez voir le psychiatre. Et qui se disent mais moi, je ne vous parle pas de ma tête, je vous parle de mon ventre. C'est mon ventre qui me fait mal et j'aimerais bien un petit peu qu'on s'occupe de mon ventre. Qu'on s'occupe de ma tête, certes, mais qu'on s'occupe aussi de mon ventre. Et il se trouve que dans le laboratoire d'Yvette Taché, dont je vous parlais tout à l'heure, qui est une des disciples d'Hans Selye, on a pu déterminer que toute la machinerie du stress, le CRH, les récepteurs, tout est aussi présent dans le tube digestif, dans le deuxième cerveau. Il y a des hormones du stress dans le tube digestif, il y a du CRH et du CRF dans le tube digestif. Je vous montre ici des neurones du tube digestif qui expriment tout le CRH et les différents récepteurs. J'aurais pu vous montrer d'autres cellules, comme les mastocytes, qui expriment aussi toute cette machinerie pour le stress. Et donc, il se passe probablement aussi quelque chose en périphérie. Et je vais essayer de vous convaincre que ce n'est pas que dans la tête. D'accord ? On sait par exemple qu'en périphérie, on a des cellules immunitaires qui s'appellent des mastocytes. Et ces mastocytes, vous voyez, ne sont pas très éloignés ici des cellules épithéliales. Et les cellules épithéliales, c'est celles qui tapissent le tube digestif et c'est elles qui assurent l'étanchéité du tube digestif. Normalement, elles sont très resserrées les unes des autres, ce qui fait que le tube digestif est parfaitement étanche et les microbes ou les antigènes ne peuvent pas pénétrer à l'intérieur de la paroi du tube digestif.
Eh bien, si on met le tube digestif en condition de stress, qu'on injecte du CRH par exemple, ou qu'on stresse les étudiants, eh bien, ces mastocytes qui ont des récepteurs au CRF vont libérer des substances qui vont aller agir sur ces cellules épithéliales, qui vont se disjoindre, et il va y avoir une pénétration. À l'heure actuelle, on ne sait pas de quoi, mais il peut y avoir une pénétration, peut-être d'agents bactériens, peut-être d'antigènes, qui vont venir agresser les terminaisons nerveuses des nerfs, du tube digestif et favoriser ainsi quelque chose qui pourrait déclencher de la douleur du tube digestif. Alors, pour essayer de vous démontrer que j'ai raison, il y a une étude qui a été menée en Belgique, à Louvain. Tous les étudiants qui passaient leur thèse de médecine ou de sciences ont vu leur perméabilité du tube digestif mesurée avant et pendant la soutenance. Je vous rassure, aucun d'entre eux n'avait de syndrome de l'intestin irritable, mais néanmoins, chez l'étudiant en sciences ou en médecine qui soutient sa thèse, pendant la soutenance, qui est un stress, eh bien, il y a une augmentation de la perméabilité du tube digestif. Et quand on donne à ces étudiants un agent qui vient bloquer le CRF ou le CRH, eh bien, il n'y a plus de trouble de la perméabilité du tube digestif. Ça démontre bien l'implication du stress dans ce mécanisme-là. D'accord ? Est-ce que c'est ce mécanisme qui est à l'origine des symptômes des malades ? Ça reste encore à démontrer. Il y a beaucoup d'études sur le sujet. Donc j'espère vous avoir convaincu que le tube digestif était un organe particulièrement sensible au stress, d'accord, au stress extérieur, mais probablement aussi au stress intérieur, d'accord, et à différents niveaux, au niveau du cerveau, mais aussi directement au niveau du deuxième cerveau, qui est le tube digestif. Alors, agression sexuelle et syndrome de l'intestin irritable, c'est malheureusement un vieux dossier, entre guillemets, presque un cold case. Vous voyez que toutes ces études datent des années 90, et nous, gastro-entérologues, c'est depuis les années 90 qu'on sait que près d'un malade sur deux qui a un syndrome de l'intestin irritable a connu dans son enfance une agression sexuelle. Et vous verrez probablement, enfin non, je vous le dis, parmi les auteurs que je cite parfois, certains d'entre eux ont connu eux-mêmes des agressions sexuelles dans leur enfance. Alors, est-ce que c'est propre au syndrome de l'intestin irritable ? La réponse est oui, parce que dans ces mêmes études, 32%, enfin au moins dans une d'entre elles, mais on retrouve les mêmes chiffres dans les autres, 32% des malades qui avaient un syndrome de l'intestin irritable avaient connu une agression sexuelle dans l'enfance. Et quand on regardait cette prévalence chez les malades qui avaient d'autres maladies digestives en dehors du syndrome de l'intestin irritable, des hépatites, des pancréatites, eh bien, ce chiffre était de 14%, et chez les volontaires sains, souvent c'est le conjoint ou la conjointe, eh bien, c'était que de 8%, ce qui est déjà énorme. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est assez caractéristique des malades qui ont un syndrome de l'intestin irritable. Alors, depuis, il y a eu quand même quelques études qui ont été menées. Et on sait, parce qu'il y a eu de nombreuses études qui l'ont démontré, que cet antécédent d'agression sexuelle, eh bien, il est indépendamment associé à la survenue du syndrome de l'intestin irritable. C'est vraiment un facteur très important qui fait que les malades peuvent développer cette maladie. On sait que les malades qui ont eu un antécédent de traumatisme dans l'enfance, eh bien, ont plus de chances d'avoir un syndrome de l'intestin irritable, mais ont aussi, et ça a été démontré par les collègues qui sont passés tout au long de la journée, plus de chances de développer d'autres maladies associées au syndrome de l'intestin irritable, troubles du comportement alimentaire. On a parlé aussi un petit peu de fibromyalgie, et il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres. Et puis, la présence d'un événement de vie dans l'enfance est également associée à la sévérité des symptômes du syndrome de l'intestin irritable, et ce n'est pas marqué ici, mais aussi à la qualité de vie. Donc on sait que les malades les plus sévères sont probablement ceux qui ont, dans leur vie, fait l'expérience d'une agression sexuelle. On sait aussi, et ça je crois que ça a été rappelé ce matin, qu'à l'âge adulte, quand on soumet les enfants qui ont été victimes d'une agression sexuelle à un nouveau stress, un peu différent, eh bien la sécrétion, soit de cortisol, ici je crois que c'était de l'ACTH, eh bien, elle est démultipliée par rapport à des sujets sains qui n'ont pas cet antécédent.
et qui sont soumis au même stress. En d'autres termes, il y a une hyper-réaction au stress, et je ne sais pas si vous vous souvenez, ça fait un petit peu écho aux données que je vous montrais sur les contractions du côlon, où lorsque l'on administre l'hormone du stress, eh bien, les sujets sains ont une augmentation modeste, mais une augmentation tout de même des contractions du côlon, alors que chez MAD, quand syndrome d'intestin irritable, c'est une augmentation très marquée du nombre de contractions coliques. Donc on a l'impression effectivement que sur le plan digestif, les malades qui ont été victimes d'agressions sexuelles dans l'enfance ont une hyperréactivité digestive par rapport au sujet contrôle. Alors une manière aussi d'essayer d'explorer cet antécédent, c'est de réaliser des modélisations statistiques assez compliquées. Et là, je vous en montre une ou deux, parce que tous les malades arrivent avec leur histoire passée, mais aussi éventuellement des symptômes dépressifs, mais aussi parfois des symptômes anxieux, souvent des symptômes douloureux. Et on sait que l'ensemble de ce spectre de symptômes évolue souvent de manière concomitante. Plus vous avez d'antécédents d'agression sexuelle, plus vous aurez probablement d'anxiété, plus vous aurez de dépression. Et toute la question, c'est d'essayer de faire la part entre l'anxiété, la dépression et l'histoire. Finalement, est-ce que ce qui fait le symptôme du tube digestif, c'est l'anxiété, c'est la dépression ou c'est l'antécédent d'agression? Et donc dans ces modèles mathématiques et statistiques assez compliqués, on arrive à faire la part de chacun. Et l'histoire de l'agression sexuelle ressort de manière indépendante comme favorisant la gravité ou la sévérité des symptômes du tube digestif. De la même manière, quand on essaye de combiner un petit peu tous les facteurs, l'âge, le sexe, le fait d'avoir été agressé à l'âge adulte ou le fait d'avoir été agressé dans l'enfance, eh bien, le fait d'avoir été agressé dans l'enfance probablement plus qu'à l'âge adulte, mais aussi à l'âge adulte, à la fois est associé à des symptômes beaucoup plus sévères, mais aussi est associé à une augmentation de la sensibilité viscérale. Vous vous souvenez, quand on distendait le rectum avec le ballon, eh bien, ce phénomène-là, il est également en grande partie expliqué par l'antécédent d'agression sexuelle. Et alors dans cette étude qu'a menée Chloé Melchior, qui travaille maintenant au CHU de Rouen, elle a passé beaucoup de temps en Suède, où elle a travaillé beaucoup sur ces problématiques-là, et maintenant elle a rejoint le CHU de Rouen pour travailler sur le syndrome de l'intestin irritable. Elle a pu démontrer dans une étude toute récente, eh bien, où elle a comparé l'agression sexuelle dans l'enfance et l'agression sexuelle à l'âge adulte. Les deux phénomènes mènent à une augmentation de la sévérité des symptômes du tube digestif. Les deux aussi conduisent à une augmentation de ce que l'on appelle des comorbidités associées au syndrome de l'intestin irritable, c'est-à-dire fibromyalgie, anxiété, dépression, troubles du comportement alimentaire. Mais vous voyez que entre les deux, finalement, l'agression sexuelle dans l'enfance était un petit peu plus fréquente et véhiculait un petit peu plus que l'agression à l'âge adulte, l'évolution vers ces troubles. Je ne fais pas très long parce que je sais qu'il y aura probablement beaucoup de questions. Et donc pour conclure, l'antécédent d'agression sexuelle est quelque chose de très fréquent et connu depuis très longtemps dans le monde digestif et en particulier dans le monde du syndrome de l'intestin irritable. Cet antécédent, mais pas que, beaucoup d'autres facteurs, est lié à la gravité, enfin, il y a une vraie association avec la gravité des symptômes, que ce soit des symptômes digestifs, mais aussi des symptômes extra-digestifs. Probablement que cette sévérité des symptômes est liée à une augmentation de la sévérité de l'hypersensibilité viscérale dont je vous ai parlé tout à l'heure, lorsqu'on distend le rectum. Et naturellement, c'est quelque chose qui est indéniablement à prendre en compte lorsque l'on prend en charge ces malades-là. Voilà. Alors, si, dernier petit point que je voulais... Ouais, j'ai la diapo. Je vous montre une autre association, qui est l'association des malades qui souffrent du syndrome de l'intestin irritable. C'est une association qui prend de plus en plus d'ampleur, qui réunit tous les malades qui ont un syndrome de l'intestin irritable. Encore une fois, la moitié d'entre eux ont eu une agression, enfin, ou décrivent une agression sexuelle dans leur enfance. C'est un site qui est vachement bien fait, c'est une association qui est vachement bien, qui permet aussi de, comment dirais-je, de repréciser un petit peu
ce qui est plutôt pas mal dans le syndrome d'intestin irritable, ce qu'il faut éviter de faire, les arnaques, les choses efficaces, les choses à peut-être éviter. Et puis tous les ans, ils ont un congrès, un peu comme vous le faites, avec les malades. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher de cette association-là pour ceux qui le souhaitent. Voilà.